En République démocratique du Congo, discours annuel du président Joseph Kabila sur l'état de la nation. C'était ce matin devant le Congrès. En Côte d'Ivoire, dans la perspective des prochaines législatives, le Front populaire ivoirien fait face à des dissensions au sujet de la participation ou non au scrutin. Le Burundi demande un nouveau médiateur des Nations Unies en remplacement de Djamal Ben Omar, actuellement en poste à Bujumbura. Les détails dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur l'Africaine des télés. Joseph Kabila a prononcé ce mardi son discours annuel sur l'état de la nation. Devant le Congrès congolais, le président au pouvoir depuis 2001 a promis respecter la constitution du pays dans toutes ses dispositions. Ce reportage est signé Fidèle Tchoponhui. À tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les remerciant, que la RDC est une démocratie constitutionnelle. C'est l'une des phrases fortes qui ont marqué le discours de Joseph Kabila sur l'état de la nation, prononcé chaque année devant les deux chambres du Parlement congolais réunies en congrès. Le chef de l'État a promis respecter la Constitution dans toutes ses dispositions, une promesse mise en doute par ses adversaires qui le soupçonnent de vouloir négocier un troisième mandat. Pour la principale plateforme de l'opposition, conduite par Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, Joseph Kabila aurait dû clairement affirmer qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Le président Kabila est resté sans précision dans son discours sur son avenir politique et le Rassemblement craint qu'il initie un référendum après le glissement du calendrier électoral. En l'état actuel de la constitution de la RDC, Joseph Kabila, dont le second et dernier quinquennat arrive à terme le 19 décembre, ne peut plus briguer de nouveaux mandats. L'accord politique conclu le 18 octobre avec une frange de l'opposition congolaise l'autorise cependant à conduire la période transitoire jusqu'à l'organisation de la présidentielle reportée à avril 2018. Au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi a servi de cadre ce mardi à l'ouverture de la 4e édition de la Semaine du monde professionnel. Le thème choisi pour cette année est « Formation universitaire au service de la croissance économique des entreprises et des nations, les leviers favorables au développement des métiers porteurs ». Un thème qui trouve son sens au regard du taux de chômage élevé dans ce pays. Durant 5 jours, les acteurs du monde entrepreneurial et les enseignants-chercheurs vont réfléchir sur les réalités de la vie professionnelle et de la qualité de la formation dans les universités. Lancée aujourd'hui, la Semaine du monde professionnel prendra fin le 18 novembre prochain. Et puis, division au sein du Front populaire ivoirien au sujet des législatives du 18 décembre prochain. L'aile modérée de Pascal Affi-N'Guessan entend participer au scrutin alors que l'aile radicale de Aboudraman Sangaré opte pour un boycott. Tout ceci alors que les dépôts des dossiers ont eu lieu cette semaine. Florine Zundi pour les précisions. Deux ailes diamétralement opposées au sein de l'opposition ivoirienne pour le compte des législatives prochaines. Les prétendants aux 255 sièges de députés ont jusqu'au 17 novembre pour le dépôt des dossiers auprès de la commission électorale indépendante. Mais cette fois, l'hémicycle qui sera issu de ces élections devrait compter des députés de l'opposition. Une opposition visiblement désunie. Pascal Affi-N'Guessan et les siens comptent participer aux élections législatives en proposant des candidats dans au moins 210 circonscriptions sur les 255 que compte la Côte d'Ivoire. Par contre, l'aile menée par Aboudraman Sangaré opte plutôt pour le boycott. Elle estime que les conditions techniques, politiques et sécuritaires ne sont pas réunies pour que les élections soient équitables. Le Front populaire ivoirien, l'aile de Sangaré, se retrouve avec le parti Liberté et Démocratie pour la République leader de Mamadou Koulibaly. Plusieurs autres partis d'opposition ont également exprimé leur soutien à ces derniers. Ce groupement avait annoncé son intention de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour demander l'annulation du référendum de 30 octobre dernier qu'ils avaient boycotté également. Nouvelle démission du gouvernement de la Guinée-Bissau. Le président José Mario Bas a remercié l'équipe dirigée depuis juin par le Premier ministre Bassirou Dia. Il a fait savoir à travers une adresse à la nation, sa décision résulte de la non-adoption par le Parlement du programme et du budget de l'État et une tâche qui, selon lui, revenait essentiellement au Premier ministre. Les précisions de Christelle Tongodo.
4 démissions auront assombri le mandat du président José Mario Vaz. Ce lundi, le président bissau-guinéen a annoncé la démission du premier ministre Bassirou Dia et celle de son gouvernement. Une équipe qu'il dirige depuis le mois de juillet. Le chef de l'État, pour justifier sa décision, accuse le premier ministre de ne pas avoir convaincu le Parlement à voter son programme et le budget de l'État. Il a assuré dans une adresse à la nation prendre ses responsabilités en formant les heures à venir un nouveau gouvernement pour pallier la crise politique qui secoue son pays depuis quelques années, sans pour autant donner une date fixe quant à la nomination du nouveau premier ministre de consensus. En octobre dernier, un accord avait été signé pour sortir la Guinée-Bissau de la crise politique qu'elle traverse et le même accord précise qu'en l'absence d'unanimité, le président de la République va assumer sa responsabilité conformément à la Constitution en dissolvant le gouvernement en place et en nommant sans tarder un premier ministre de consensus ayant sa confiance. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution par le président en août 2015 de son premier ministre Domingo Pereira. Les deux têtes de l'exécutif ne s'entendaient pas sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption, d'après plusieurs sources. Cette tension à la tête de l'État inquiète davantage la communauté internationale, dont une délégation a été reçue en fin d'après-midi de ce lundi par le président José Mario Vaz, qui compte refermer sans délai cette page sombre de l'histoire de son pays, la Guinée-Bissau. Au Tchad, la justice est à l'arrêt depuis 3 semaines. Après 2 semaines de grève pour exiger l'annulation du décret portant réduction des indemnités des fonctionnaires, les magistrats ont finalement décidé de suspendre le travail pour 1 mois. Cette décision crée beaucoup de désagréments sur tout le territoire tchadien. Ghislaine Ebogo pour plus de précisions. Réduire de 80% les primes de tous les fonctionnaires tchadiens, c'est l'une des 16 mesures d'urgence prises en septembre par le gouvernement d'Idriss Déby. Ceci pour faire face à la crise économique qui frappe depuis quelque temps le Tchad. Une mesure qui est à l'origine de plusieurs contestations nationales dans tous les secteurs. Depuis le 1er octobre, date de l'application de ce décret, les greffiers ont entamé une grève générale dans tout le pays, réclamant l'annulation de ce décret par le gouvernement. Plus de 2 semaines après, le ministre secrétaire général du gouvernement est monté au créneau pour revoir la réduction des dites primes de 80% à 50%. Cette proposition n'a pas suffi à calmer les hommes en toge. Le 20 octobre, une centaine de magistrats s'est retrouvés au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Ces derniers ont rappelé au gouvernement que le décret qui frappe les indemnités des fonctionnaires est illégal et par conséquent doit être retiré. Ils ont donné 1 semaine au gouvernement pour retirer ce traité de l'application au risque de les voir eux aussi entrer en grève. Les dirigeants n'ayant rien fait, le corps magistral tout entier est entré en grève et depuis 3 semaines, la justice tchadienne est paralysée. Plusieurs détenus attendant depuis des semaines leur jugement se plaignent. La justice ne travaille pas, les magistrats sont en grève, il faut donc le libérer parce qu'il n'y a pas de justice au Tchad, réclame un membre de la famille d'un détenu en attente depuis 2 semaines de son jugement. Pendant ce temps, les magistrats disent que si ce décret qu'ils jugent d'illégal et qui ne respecte pas les normes financières n'est pas retiré, ils feront 1 mois sans travailler et continueront à se battre pour ce qu'ils trouvent juste leur indemnité. Près de 180 responsables, ministres et chefs d'État des pays signataires de l'accord de Paris rejoignent Marrakech à partir de ce mardi pour la conférence de l'ONU sur le climat. Dirigeants et hauts responsables des pays du monde entier auront jusqu'à vendredi pour tenter d'avancer sur les procédures permettant de suivre et de renforcer les actions dans la lutte contre les changements climatiques. Moura Ounias Gaba nous en dit davantage. Depuis 2 jours, des chefs d'État et de gouvernement du monde entier répondent présents à l'appel de l'ONU sur le climat. À ce titre, ils sont 180 participants, y compris des ministres et des représentants d'associations écologistes, à prendre part à la conférence de ce mardi. Aussi seront présents le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, le souverain marocain Mohamed VI et le président François Hollande de la France, où a été scellé en 2015 l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Cette rencontre internationale entre ces personnalités politiques du monde entier constitue un segment de haut niveau de la COP22 pour les 70 chefs d'État présents. Les pays développés et ceux en voie de développement devront s'accorder sur la feuille de route, assurant que les premiers respecteront la promesse d'aide faite aux seconds pour soutenir leur politique climatique. Sur ce point, les interventions de tous les pays présents continueront jusqu'au mercredi. Il est prévu dans cette même journée de ce mercredi un sommet africain. L'autre sujet qui ébranle les certitudes à cette COP22, c'est l'élection surprise de Donald Trump à la tête des États-Unis. Le Maya new-yorkais avait qualifié la lutte contre le réchauffement climatique de canular.
Alors que tous les États présents à la COP22 attendent sa décision, le négociateur américain Jonathan Pershing a assuré ce lundi que le combat se poursuivra, peu importe les gouvernants. C'est un effort mondial qui a rendu l'accord possible et la passion et le dévouement qui l'ont mené sont en évidence tout au long de la COP22. Les chefs d'État peuvent et vont changer, mais je suis persuadé que nous pouvons et nous allons soutenir un effort international durable pour contrer le changement climatique. Différents participants à la conférence des Nations Unies sur le climat auront jusqu'au vendredi prochain pour faire avancer les choses. Et je l'ai annoncé en titre, au Burundi, le gouvernement de Pierre Nkurunziza demande la nomination de nouveaux médiateurs des Nations Unies en remplacement de Djamal Benomar, actuellement en poste à Bujumbura. Une requête qui pourrait envenimer les relations déjà très tendues entre l'ONU et le Burundi. Les explications de Axel Eman Abalo. Djamal Benomar, ambassadeur de l'ONU au Burundi, n'est plus le bienvenu et doit être expressément remplacé. C'est du moins ce qui ressort de la requête du gouvernement burundais adressée à l'institution début novembre. Mais le courrier sera très tôt remis en cause car pour les autorités onusiennes, en particulier le porte-parole de l'institution, Djamal Benomar conservera toute la confiance du secrétaire général et par conséquent restera en fonction à Bujumbura. Une situation qui ne fait qu'envenimer les relations déjà trop dégradantes entre Burundi et l'Organisation des Nations Unies. En juin 2015, l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs Saïd Djinit avait dû abandonner son rôle de médiateur au Burundi. Un départ souhaité par les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet. Mais le comble restera la publication fin septembre d'un rapport d'experts onusiens qui pointait du doigt la responsabilité de la police et des forces de sécurité dans les violences qui agitent le pays depuis plus d'1 an, évoquant un risque de génocide. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat controversé qu'il a obtenu en juillet de la même année au terme d'une élection boycottée par l'opposition. Des violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes hors du territoire. En Égypte, la condamnation à la peine de mort est annulée pour l'ancien président islamiste Mohamed Morsi. C'est une décision prise par la Cour de cassation du pays. Une information à retrouver dans l'Afrique en bref que nous propose Childéric Carlos-Sesso. Mohamed Morsi, ancien président de l'Égypte, a été condamné en juin 2016 à la prison à vie pour vol de documents relevant de la sécurité nationale et leur livraison au Qatar. Mais mardi, la Cour de cassation est revenue sur cette décision. La peine de mort est annulée pour le successeur de Hosni Moubarak. L'instance judiciaire a ordonné un nouveau procès pour l'ancien président égyptien en prison au Caire. La Cour pénale internationale soupçonne l'armée américaine d'avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan. L'instance présidée par Fatou Bensouda s'est référée à l'intervention de l'armée américaine en Afghanistan, notamment au cours de la période comprise entre 2003 et 2004. Les soldats auraient commis des crimes de guerre en torturant des détenus, estime la procureure. Ce soupçon vise également l'agence de renseignement de la CIA, les talibans et leurs alliés, ainsi que les forces gouvernementales afghanes. Un brin d'espoir pour les Centrafricains, leur pays plongé depuis plusieurs années dans une crise nourrie par la pauvreté et la guerre civile sera au cœur d'une conférence des donateurs jeudi à Bruxelles. À cette occasion, les donateurs vont annoncer des aides financières sur plusieurs années pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. L'objectif est d'éviter le retour du chaos. À cet effet, Faustin Archange Touadéra, président centrafricain, séjourne à Bruxelles depuis dimanche. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de l'Africaine des Télé.